Alors, qui suis-je? Stéphane Jambu, qui a deux grandes jambes. Facile. Ingénieur informatique, et je fais du conseil en e-commerce et en SEO, visibilité, mais aussi SEO surtout. 25 ans d'expérience, ouais, ça pèse un peu. Et j'ai plusieurs sites pour différentes offres. Un de mes slogans, c'est pas de blabla, des résultats. Donc vous pouvez les voir sur mon site. 250 clients en 5 ans, 85 témoignages positifs donc sur LinkedIn et Google My Business. Plusieurs dizaines de rédacteurs et d'experts que je fais intervenir en tant que freelance dans le cadre de pour mes missions pour mes clients. À peu près 150 cocons sémantiques déposés et des spins de contenu aussi pour le SEO local. Et 40 millions de mots déployés par mes équipes depuis 4 ans et demi, 5 ans. Quelques-uns des clients, alors il y a des costauds, il y a des moins costauds, Jouet Club, Agnès B, Wonderbox, mais aussi des e-commerce pas connus comme Keeply, Studio Sport, etc. Donc le but c'est de les mettre premiers sur, je sais pas, poêle à granulés ou drone ou ce genre de choses. Ici, alors ce qu'on aura ici, c'est un cas réel, une prise de hauteur. Je vais essayer de faire le résumé d'une étude que j'ai livrée et il y aura quelques slides vraiment de l'étude et le reste, ça sera vraiment du résumé. Sinon, on ne peut pas, j'avais 90 slides. Il n'y aura pas de résultats, pour une fois. D'habitude, je suis très résultat, je montre des vrais chiffres. Là, il n'y en aura pas, je vous expliquerai pourquoi. Et pas de bullshit. Et vous, qui est e-commerçant ici? Quand même, ok. SEO, bien sûr, il y en a pas mal. Et les autres, on ne sait pas trop. C'est pas... on est en fin 2018. Il y a 3 ans déjà, on me contacte. C'est le PDG d'une entreprise bordelaise, je suis de Bordeaux. Ils ont 10 ans d'existence, ils n'ont jamais rien vendu de leur existence. Par contre, ils ont fait 120 millions d'euros de R&D dans leur domaine. C'est des compléments alimentaires, ils ont des labos, ils ont des entrepôts, ils ont des alliances avec des très grands groupes au Japon, etc. On en entendra parler dans pas longtemps, croyez-moi. Et ceux qui veulent investir un peu en bourse, à mon avis, il faut y aller. Ça fera x. Ils me demandent une étude stratégique. Comment lancer une ligne de produits en e-commerce et à l'international, 4 plaques géographiques et 22 pays. Voilà, mais ils n'y connaissent rien. Donc du coup, moi, l'objectif, c'est d'estimer si c'est possible et quel est l'impact pour eux budgétaire, quel est l'impact en rentabilité, et au niveau des NDD qui fait partie de notre problématique, quel site on va déployer et dans quel délai, etc. Quelle stratégie. Quelqu'un a eu une problématique similaire, internationale, a priori un petit peu, ouais. Voilà, donc pour moi ce que j'ai fait, c'est définir avec eux les objectifs précisément, et je suis allé sur place dans leurs locaux, j'ai interviewé les équipes, puis j'avais un livrable principal qui se divise en plusieurs parties, une stratégie donc e-commerce visibilité, un calendrier prévisionnel sur 2-3 ans, et un plan d'action, une évaluation budgétaire, et ils m'ont payé pour ça 10 000 € sur 2 mois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est délivrer un SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Par exemple, on dit, voilà, en interne, nos forces, on connaît bien notre produit, on a 120 millions d'euros derrière nous, donc voilà, on a une bonne différenciation. Faiblesse, on n'a jamais vendu de notre vie, bon, on n'est pas bon là-dessus, l'équipe n'est pas prête et tout. Et en externe, le marché monte, le complément alimentaire, ça explose partout. Et en menace, il y a des gens bien placés, etc. Comment on fait? On peut se faire défoncer demain par un nouveau, j'en sais rien. Tout ça, c'est une étude qu'il faut faire, il faut leur livrer. Donc il y avait 5 slides, il y avait la synthèse du SWOT et un slide par sous-sujet. Donc c'est indispensable. Et je dirais même pour nous, entrepreneurs, qui que ce soit, faire un SWOT, à tout moment, c'est indispensable pour avoir une belle stratégie derrière. Bon, il y avait une partie sur le branding, je ne pouvais pas passer à côté, même si c'est un peu en marge de, je dirais, de mes compétences quasiment. Comment créer une marque et devenir incontournable, on ne pouvait pas passer à côté. Donc j'ai évoqué le sujet sans pouvoir être capable de les accompagner en tant que tel. Par contre, on aurait pu trouver une agence pour les accompagner par la suite. L'idée, c'est d'être chef d'orchestre et de les aider à tout faire bien. Donc évidemment, quand on a des compléments alimentaires, on a une histoire à raconter. Storytelling très important, un positionnement très important, sinon on fait n'importe quoi. Et donc c'est central normalement dans la stratégie de communication. Ensuite, on regarde l'offre produit.
Alors là, ça fait partie de l'étude. J'ai mis un petit machin violet. Ça, c'est vraiment un slide de l'étude qui a été livré tel quel. Donc le marché des quelque chose est en forte progression, 1,8 milliard en France, etc. Oui, en France. En Europe, quels sont les leaders au niveau mondial, etc. Qui achètent majoritairement ces produits. Voilà. Pour eux, c'était utile d'avoir ça. Ensuite, le contexte du produit plutôt que le marché, c'est vraiment là, c'est pareil. On avait des chiffres, que ce soit en France et aussi aux USA, qui est très intéressant, notamment Amazon, qui fait quand même 50% de l'e-commerce, en tout cas à l'époque, même plus aujourd'hui, je pense, de l'e-commerce aux États-Unis. Donc on ne peut pas ne pas y être. Et après, comment y aller intelligemment, c'était aussi la suite de l'étude. Donc voilà, au moins on cadre les choses. Et après, là, il y avait au moins un slide par sujet. Alors désolé d'avoir des listes comme ça, sans des jolies images, des animations et tout ça. Pas de bullshit, on n'a que du contenu pur. Restons concentrés, on a tout ça. Quels produits sont vraiment concernés? Est-ce qu'on fait des offres par abonnement? Quels sont les canaux de distribution? Au-delà du web, on peut aller sur d'autres canaux, des magasins, il faut aussi étudier tout ça. Est-ce qu'il y a des problématiques de saisonnalité? Quel est le positionnement prix fondamental en e-commerce? Surtout les options de livraison, le seuil des francs code port, toute la partie réassurance, fidélisation et les aspects juridiques qui ne vont pas être légers. Donc tout ça, il faut passer dessus. Ensuite, on doit choisir une solution qui doit fonctionner avec tout ça. Alors par défaut, en 2018, on se disait, bon, on va prendre ou WooCommerce ou PrestaShop. Bon, il y en a d'autres, on ne va pas faire la liste, tout le monde connaît. Ensuite, comment on fait pour avoir une stratégie de contenu qui marche? C'est toujours la même chose. Normalement, je ne vous apprends rien. J'ai mis les trucs, buyer persona, donc à qui on vend, à qui on s'adresse, etc., notre cœur de cible. On fait un contenu de type branding avec storytelling, on en a parlé plus tôt. On étudie, et ça on en parle moins, le Customer Journey. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que là, c'est pas juste... c'est très important. Le Customer Journey, c'est vraiment dire quelles émotions vont avoir nos visiteurs, nos prospects, nos clients, on les appelle comme on veut, au cours de tout leur parcours avec notre marque. Que ce soit dès le départ où ils prennent contact, où ils la voient pour la première fois, ils n'ont pas acheté rien du tout, et à la fin, quand c'est la fidélisation, le bouche à oreille. Est-ce qu'ils nous parlent ils nous voient par blog, YouTube, Facebook? Est-ce que c'est sur le site? À quel endroit? Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est ils vont se plaindre comment voilà. Et quels sont les points de contact? Et à chaque point de contact, il y a une émotion du persona, enfin du client potentiel, et comment on la traite, comment on y répond, par quels médias, etc. Et si on a ça, on est quand même mieux que si on n'y a pas pensé. C'est pas juste, je mets un produit en ligne et j'ai un bon prix et bonne livraison et machin. Non, il faut traiter la totalité du parcours. Et ça, je le vois très rarement. En fait, chez mes clients, c'est pas fait. Les personas, d'ailleurs, rarement aussi. Donc, bon, après, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, c'est trop. Ça, il y en a. Mais souvent, il n'y en a pas. Type de médias. Alors, justement, quels médias on utilise et quel est le calendrier de publication, et comment on suit les résultats, etc. Bon. Maintenant qu'on a pensé à ça, on part sur la partie SEO. Je ne vous apprends rien là non plus. Normalement, avec tout ce que vous avez écouté aujourd'hui et demain, le SEO, c'est des objectifs, l'évaluation de la concurrence pour élaborer une stratégie. On optimise le site techniquement et on choisit les mots-clés, les univers sémantiques. On fait du contenu, on enrichit, on en produit, etc. On popularise avec du netlinking, on a vu ça tout à l'heure. Et on fait si possible du SXO, et là j'ai enfin quelque chose un petit peu différenciant des autres. BMO. Donc là on est chez un expert des neurosciences qui a créé une méthodologie absolument fantastique. Je vous jugerai par vous-même, allez voir sur le site. Vous avez une initiation gratuite de 2 heures. Je vous laisse voir, débrouillez-vous. Si vous voulez passer à côté, très bien. Si vous ne voulez pas passer à côté, ça va changer votre vie à titre personnel. C'est-à-dire que là, vous allez travailler sur vous et potentiellement sur vos sites. Donc moi, j'utilise la partie neuroergonomie, c'est-à-dire qu'il y a des experts dans BMO qui font de la neuroscience pour la conversion, pour que les sites soient plus efficaces. J'en connais un autre qui fait un peu ça, c'est Marketing Mania, Stan Leloup, psychologie pour la vente en ligne, machin. Très bien, Stan est très fort.
beaucoup moins, je pense, que Guillaume qui a créé la méthode BMO. Il est à Bordeaux comme moi, on se connaît bien. Et aussi, il a créé l'Ancel Bonus. Il est en train de créer aussi une boîte spécialisée sur la mémorisation à long terme. On peut tous retenir quelque chose à vie si on le fait rentrer dans la mémoire à long terme, quoi que ce soit, cette conférence, un livre, ce qu'on veut. Il y a une méthode pour ça, ça prend 3 semaines pour l'apprendre et c'est gratuit. Ça s'appelle ENGR. Allez voir, il y a un site, pour l'instant c'est gratuit. Dans quelques mois, ça ne le sera plus. ENGR, 3 semaines de boulot, vous retiendrez ce que vous voulez. C'est pas en 5 minutes, c'est du taf, mais c'est garanti. C'est comme apprendre à conduire, quand c'est rentré, c'est rentré. Voilà. Donc les neurosciences, très importantes, c'est la partie conversion. Et, bien sûr, suivi adaptation après. Ensuite, bon, la partie SIA, je n'ai pas fait de blabla, pareil, hein, on connaît hein, Google Ads, Insta, Facebook, là. Rien de novateur là-dessus. Bon, après, moi, je fais appel à une agence qui mixe tout. Ils ont investi 13 millions dans leurs outils, 13 millions d'euros dans leurs outils en SIA, je ne sais pas si beaucoup de gens font ça, et je peux vous dire que ça cartonne. Ensuite, voilà, les autres canaux, emailing, bien sûr, on parle de tout, hein, c'est place de marché, là ça rigole moins. Les places de marché, on l'a dit tout à l'heure, Amazon, très important, comment on fait pour y aller, quelles sont les plages principales aussi dans le monde entier, pays par pays, dans leur domaine, comment on fait pour y rentrer, être performant, bon, c'est un métier en soi. Est-ce qu'il y a des sites revendeurs de ces mêmes compléments alimentaires? Doctipharma par exemple, je sais pas, Santé Discount. Pourquoi on irait, pourquoi on n'irait pas, comment on fait bon. Les sites d'influence et après les comparateurs de prix, les influenceurs en tant que tels, les blogs et les médias sociaux. Bon, rien de très nouveau. On va y arriver, hein, ça va. Ça arrive, le concret, du vrai, des chiffres et tout. Et la visibilité des... Ah, un truc dont on parle moins souvent, la visibilité des portées. Donc ça, c'est qu'on crée des sites, en plus des noms de domaine, donc, en plus des sites de vente en ligne, pour éduquer le marché et ou expliquer de sa mission. La mission des compléments alimentaires, c'est la santé. Exemple, on devient tous vieux, il y a de plus en plus de vieux, on vit plus longtemps, Alzheimer, tout ça, comment on fait pour ne pas être malade de ça? Bon. On prend des compléments alimentaires. Lesquels? Est-ce qu'ils sont bio? Comment ça marche? Le cerveau? On peut expliquer tout ça. Mais on ne vend rien, à la limite, on ne vend rien. On peut ne rien vendre, on dit juste, ça existe. Prenez soin de vous. On a une mission. On fait des études, on a des universités derrière nous, on n'est pas n'importe qui. Tu fais un site comme ça, c'est un site communautaire. Je l'ai mis en premier. Axe étudié en priorité, les sites communautaires. On veut que les communautés viennent parler d'elles-mêmes sur notre site pour faire grenouiller tout ça. Le site devienne énorme. Et bien sûr, il fera un lien vers notre site de vente. Donc on a un très gros lien d'un site plus costaud que notre site de vente. Ça, c'est génial pour faire vraiment du taf. Par exemple, Bonjour de France, un vieil exemple de l'école Laurent Bourly, bonjourdefrance.com, qui fait le cours de langue aux étrangers, est devenu énorme parce que les étrangers viennent sur le forum et se disent entre eux où est-ce qu'on trouve un appart sur Paris quand tu arrives en France. Et tu as des cours de langue gratos. C'est gratuit, sauf que ça fait un lien vers Azure Lingua qui vend des cours d'anglais aux étrangers à Nice. Donc, très bien, donc, ils ont mis peut-être 50 000 € là-dedans, très largement rentabilisé sur le temps. Des sites satellites, bien sûr, et des boutiques dédiées, pourquoi pas. Hein. On a vu Cdiscount à une époque faire des verticaux. J'étais chez Cdiscount en 2015 ou 2016 quand ils ont fait ça. Bon, Cdiscount, comme d'hab, ils font un truc, après ils le cassent, donc ils ont arrêté ça. Et à l'époque, on était sur l'internationalisation de la plateforme. Ils voulaient faire Cdiscount Thaïlande, Cdiscount Maroc, Cdiscount, je ne sais plus quoi, des sites de n'importe quoi, enfin bon, bref. Des stratégies bizarres de la grande distrib. Et voilà, et donc j'ai vu créer ça et je me suis dit, ils ont raison. Faire des verticaux, c'est ce qu'il faut faire. Pour être premier sur mobilier contemporain, pas cher, tu fais un site dédié, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est une solution aussi. Et aussi, on peut penser à des sites qui résolvent un problème que rencontre l'audience, quel qu'il soit. Un vrai problème. On résout ça. Et là, on est royal parce que tout le monde vient dessus, c'est cité partout, ça a des centaines, des milliers de liens gratos. Mais là, on est bon. Mais on est plusieurs fois sur la première page.
avec nos différents sites. Plus de concurrence. Pour optimiser la conversion et la mesure, on a toujours le truc pareil, hein, classique relance de panier abandonné, avis client, moteur de merchandising et merchandising, analytics, du classique. Alors, les aspects internationaux quand même, enfin, quelle heure il est? Il reste combien? 10 minutes, tu vois? 10 minutes, plus le retard. Donc, quel chiffre d'affaires visé par plaque géographique? Il a fallu quand même le traiter. Et les aspects juridiques spécialisés par... Alors, je n'ai pas pu traiter tout seul, hein, c'est pas possible, mais il fallait le mettre dans leur pensée, et ça va être compliqué. Il faudra que dans certains pays, on regarde les aspects juridiques et qu'on les traite. Il nous faut une solution e-commerce qui s'adapte à tous les pays, si possible, ou alors on fait une solution par pays. Et quel est l'impact en nom de domaine? Est-ce qu'on fait des noms de domaine par pays, etc. Ou des sous-domaines, et le web marketing aussi à déployer. Donc voilà. Au final, ce que j'avais prévu, c'était le site corporate. La marque, elle ne vend rien, elle dit juste on existe. Hitachi. Après Hitachi fait des voitures, tu as le site des voitures. Enfin, électronique, ça c'est le site de vente. Avec un S, il y en a plusieurs. Et le site éducatif et communautaire. La santé. Très bien, on a donc 3 sites différents. On va sur les places de marché, on est présent aussi, et on va sur les sites partenaires. À minima, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, le calendrier. Alors là, j'ai imaginé 2 scénarios. Scénario 1, ambitieux, nominal, on fait la totale. Voilà. Mais c'est progressif. Scénario 2, on a moins d'argent, on y va prudemment et en mode dégradé. Il fallait que je fasse ça, hein, sinon ils n'auraient pas été rassurés. Et dans le scénario 1, on va d'abord valider et réduire les risques. C'est la base quand on se lance dans un business et qu'on met des gros moyens, c'est quand même de réduire les risques. Donc, on se met d'abord sur les places de marché. On ne crée pas de site, rien du tout. On est visible sur toutes les places de marché où il faut aller. Et des sites déjà positionnés, comme je disais, Santé Discount ou autre. Ensuite, on veut maîtriser les coûts et apprendre l'international. C'est-à-dire que déjà, on délivre, ça fonctionne, on est à l'aise, l'équipe est en place, c'est bon, ça vend, ok, ça plaît, les prix sont bons, allez hop, on y va. Donc là, on fait un site e-commerce en version 1. Multilangue. On n'expédie que depuis la France et on centralise nos relations clients. En France. Éventuellement dans plusieurs langues, on est obligé. Ensuite, on s'implante dans les pays à forte rentabilité, avec des sites e-commerce localisés et une bonne autonomie en local pour les stocks, la relation client, etc. Alors, ça nous donne ça. Donc on s'est dit, en 2019, on lance l'Europe, puis les US en deuxième, puis l'Asie, puis le Moyen-Orient. Il y a 3 couleurs, le vert pour marketing et les marketplaces et les sites déjà positionnés, on a dit l'étape numéro 1, puis en bleu le site V1 multilangue, et en rouge les sites localisés. Donc on a en 2019 prévu de lancer d'abord en janvier la France, Belgique, Luxembourg et Suisse, donc tout ce qui est francophone, puis 3 mois plus tard UK, Allemagne, Italie, Espagne. En parallèle, on développe le site V1, donc il est délivré au mois de mai avec tous ces pays-là en fait. Et à un moment, on se dit, ok, c'est bon, ça fonctionne, on donne un go, et là on part sur le néerlandais, puis un autre go pour Pologne, Autriche et Suède. Un autre go encore pour le UK, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas en localisé. Et le site V1 multilangue, c'était en bleu tout à l'heure, donc néerlandais, Pologne, Autriche et Suède, c'était des autres langues à rajouter au site d'origine. Voilà. Aussi, on traite évidemment la partie US, avec USA, Canada d'abord en langue, puis en localisé. Et d'abord marketplace, multilangue marketplace est localisé, et ensuite on a la partie Asie, la partie Moyen-Orient, et on a quelques pays qu'on ne sait pas encore si on va les lancer, qui sont sur la droite, Turquie, Russie, Brésil, Argentine, Inde et Indonésie. Bon, quand on a dit ça, combien ça coûte-t-il et comment on s'y prend? Bon, alors, déjà on fait un zoom sur la première étape, parce que là, il ne faut pas se planter. Donc on est en phase de cadrage, on est mettons en octobre et rien n'est décidé. On a juste l'étude sous les yeux. Est-ce qu'on peut prendre la décision en décembre d'y aller ou pas? C'est le go de décembre. Après, on lance la stratégie d'e-com et on met en place le flux produit vers les places de marché. C'est déjà pas rigolo. Vous connaissez les fournisseurs de flux de produits? Shopping Flux, Schlengo, il y en a plein, mais voilà, vous mettez flux produits, flux catalogue, ça sort et ils sont tous plus ou moins bons. Mais n'y allez pas seul, il faut se faire accompagner aussi par un expert, parce que là je peux vous dire à un moment c'est
J'ai eu un e-commerce avec une dizaine de pays, c'est pas très simple. Marketing, donc la partie marketing, marketplace et partenaires, voilà, est lancée à partir de là, et en 2 étapes. Puis on fait un site temporaire avant la version 1 réelle du site e-commerce. Alors pourquoi faire un site temporaire? Moi, ma vision, je me souviens plus très bien de ce que je pensais à l'époque, mais je pense que normalement, ce que je voulais dire par là, c'est on a 4 mois d'avance, donc on met un site qui dit bonjour, on va se lancer bientôt, et là on fait du contenu de qualité, pur SEO, 10, 20, 50, 100, 200, 500 pages, le plus possible, plutôt 20, 50, pour dire bonjour, Google, on est un site de contenu de qualité, pas un e-commerce qui vend quoi que ce soit, d'accord? Il nous classe dans les bons sites, ça c'est Laurent Bourly qui nous a encore appris ça. Hein. Comment lancer un site web dans les règles de l'art, 2012, l'article. C'est toujours valable. Voilà, tu mets du contenu, Google est content, il dit que c'est bien, ça lui plaît, ça répond aux questions des internautes, c'est un moteur de réponse, donc il nous met dans les bons. Même si nous on n'est pas premier, on s'en fout, on est bien classé. Après on peut balancer notre saloperie d'e-commerce avec ce qu'on vend, comme tout le monde, et papa, maman, c'est pas grave. Il a été content et donc il nous a déjà donné du crédit. Faut pas le dire. Je me suis dit, un CMS, ça fait n'importe quoi. Notre boulot, c'est d'éviter que les CMS en foutent partout. Apprenez-leur le caniveau. Donc, notre boulot, nous, c'est de dire à Google, oui, tu peux prendre les pages, mais les bonnes, pas les mauvaises. Et les mauvaises, mon Dieu, qu'il y en a. Les tags, les recherches, tout ça. Donc, on veut montrer à Google du propre. Des pages HTML simples, bien rangées dans leur place, des cocons sémantiques. Et si ça marche, enfin, ça va marcher, il sera content. Après, on balance le gros CMS qui envoie un signal qui va dans tous les sens. Et puis après, on créera un blog et tout, mais pas dans l'autre sens. Si on va dans l'autre sens, Google voit d'abord un site. Alors, il sait ce que c'est qu'un site e-commerce, mais pourquoi donner crédit par la suite à un site qui n'est pas intéressant, quoi, un parmi 100? Non, d'abord du bon contenu. Ensuite, pendant ce temps-là, on fait le cahier des charges, on fait la prod du site V1, la recette, et on le met en production. On travaille aussi sur le site corporate, pareil, cahier des charges, production. Site éducatif, site temporaire dans un premier temps, et après on verra pour le produire. Cahier des charges, production aussi d'ailleurs. Donc là, même stratégie. L'équipe marketing se met en place, et il y a un chargé de logistique relations clients, et un responsable de contenu relations clients, il est 2 fois écrit, je ne sais pas pourquoi. Donc ils sont là, c'est peut-être le même, peut-être 2 personnes, et puis on gère tout ça. Voilà. Rien de surprenant, 5 minutes, merci. Le budget. Alors, ce que j'avais prévu, peut-être qu'aujourd'hui je reverrai ce budget différemment, complètement, parce que mes partenaires ont changé et tout. Mais en 2018, ce que j'avais prévu, je voulais vous livrer la chose telle que je l'avais prévue. En branding, avec des études de personnel, le customer journey, le positionnement, planning édito, etc. Une enveloppe de 25 000, puis 12 000 l'année suivante. Ensuite, en e-commerce V1, tout ce qui est architecture serveur, il manque le U. Web design, intégration, maintenance, les landing pages, le SEO, le thinking, les traductions, etc. J'avais prévu une enveloppe de 65 000 €. Et voilà, V1. Et la V2, on commence dès 2019 avec 30 000 et après 130 000 la deuxième année. Donc on a de quoi bosser quand même. Bon, enfin bon, s'il y a 15 pays, c'est pas énorme du tout. Mais si on fait vraiment progressivement, normalement, enfin, bref, c'est les prémices, quoi. Un site éducatif, 45 000 et 36 000. C'est un joli site quand même, on a de quoi l'animer, il est propre. Ça fait un bon nom de domaine ça, David? Tu me vends ça à combien toi? Un beau nom de domaine? Ouais, un beau nom de domaine. Pour un site international, c'est difficile à moins de 5 chiffres. Donc 10, 20 000. T'es cher David. Hein. Ok, cool. Acquisition, inbound, outbound, alors là, voilà, je vous laisse tirer si vous ne connaissez pas trop, mais inbound, outbound, très important d'avoir les deux. Bon, là-dedans, je mets tout, hein, les marketplaces, le contenu, le SIA, les réseaux sociaux, la relation presse, les emails, etc. Donc on a le SEO doit être là-dedans, et donc on a 182 000 la première année et 522 000 la deuxième. Donc vraiment, je rappelle à la cantonade, qu'il est très important de mettre plus d'argent dans le marketing, donc l'acquisition, que le reste. Ce qu'on fait rarement en fait. D'abord on lance tout, puis après on se dit ouais, il faut faire du contenu, il faut faire de la pub, on n'a plus de pognon. Bon ben merci, au revoir et bon courage. Ensuite, tout ce qui est activation, rétention, donc gestion de la relation client, retargeting, analytics, machin, 12 et 10, et l'accompagnement, c'est pareil que je suis là-dedans, moi par là.
D'ailleurs, je me suis mis en jaune là, les deux où je travaillais. Normalement, c'était contenu et accompagnement. Et je ne prenais pas tout, hein, voilà, mais une partie. 93 000 et 123 000. Et avec ça, franchement, 458 000 et 835 000, on commence à bosser. Donc on a 1 200 000 de budget. Maintenant, je vais vous dire la suite et la fin de l'histoire. Je présente tout ça. Le plan d'action, alors je ne vais pas le présenter parce que c'est trop long, mais il y avait une roadmap de lancement sur les places de marché, la liste des sites, la visibilité, le pilotage, tout était précisé. Il y avait Slack, Drive, tout ce qu'il faut pour qu'on échange entre nous. En tout cas, les prémices. Au final, j'ai remis l'étude. Je suis allé voir le PDG, son DAF et directeur technique. Ils ont réfléchi et ils ont eu des soucis de production. Ils n'arrivaient pas en fait à produire la qualité et le packaging, rien n'était prêt. Et ils m'ont dit on verra plus tard. Et puis plus tard. Donc 2019 est passé. Et de ce que j'ai compris, en 2020, ils ont commencé à se lancer. Mais ils ne m'ont pas recontacté. À mon avis, ils ont eu largement le temps de voir des agences bien plus sexy que moi, et qui leur ont dit, vous inquiétez pas monsieur, on va vous accompagner bien comme il faut, peut-être pour un prix supérieur ou similaire, je ne sais pas. En tout cas, ils se sont lancés, et 2 ans plus tard, moi j'ai vu en 2019-2020, ils ont commencé à commercialiser des choses, alors pas forcément les mêmes produits, mais des choses. Et de ce que j'ai vu en bourse, en tout cas, la boîte est passée de 3 à 8 millions d'euros de chiffre, en ARR, comme on dit, en recurring, donc ça va, c'est en train de grossir. 3-8 millions, donc je pense que c'est à peu près ce qu'on visait. Maintenant, c'est pas tout à fait les mêmes produits. Je pense qu'ils ont mixé cette offre-là et une autre. Donc voilà, c'est pas isopérimètre, mais je crois quand même que c'est parti, quoi. Et c'est dans des montants qui me semblaient cohérents avec ce qu'on visait et ce que je pensais leur faire dépenser. Alors, voilà, et donc, j'ai déjà la question. J'ai pas pu placer mes citations dans le flux et le temps trop court que David Malou, quelqu'un donc pas très généreux et pourtant très cher. Je n'avais pas pu faire mon petit jeu. Tant pis, la prochaine fois. Quel est l'axe étudié en priorité en visibilité des portées? Mademoiselle, t'as été en premier. Le comment tu dis? Communautaire. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vous demande les questions. Une recommandation en Google My Business, hein, c'est très important pour moi. Et si vous avez une petite plainte, le doigt, vous le mettez là. Les questions. Donc soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Ah, merci. Alors, je sais pas, t'es sûr qu'il marche parce qu'on t'entendait pas trop tout à l'heure? Bien près. Allô, allô. Okay. Ouais. Merci pour la présentation. Pour ma question, c'est que pensez-vous de l'outbound marketing pour le commerce à l'étranger? Parce que par exemple, on sait qu'aux États-Unis, le téléphone marche bien. Après, ça fonctionne en fonction des thématiques, j'imagine, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de l'outbound marketing plutôt que de l'inbound. Alors, j'ai étudié la question de près. Je suis allé en formation auprès d'un cadre de la vente en dur par téléphone. Un vrai monstre. Il m'a complètement convaincu. Maintenant, ouais, bien sûr, ça marche. Ouais, bien sûr, ça marche. C'est-à-dire appeler les gens pour leur dire, mais pas comme aujourd'hui. Hein, c'est pas les mecs qui vous appellent pour vous dire bonjour, on est Canal+, on s'en fout. Non, la vraie vente en ligne, par téléphone, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout l'inverse des gens habituels. C'est-à-dire que pas le sourire mielleux, tu le sens, hein, le mec te sourit au téléphone, tu dis au revoir monsieur. Il faut limite faire la gueule, quoi. En fait, il faut leur dire bonjour, je suis un commercial qui va vous proposer quelque chose, carrément, quoi. Et je vous demande 1 minute, c'est tout. Et dans 1 minute, vous raccrochez ou vous écoutez la suite. Est-ce que ça vous convient? Et là, ouais, tu connais? Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Et si le gars te dit oui, tu peux dérouler 1 minute. Et là, tu as un script très clair qui lui dit les gens font appel à moi parce qu'ils ont tel et tel problème, mais ce n'est pas le cas chez vous. C'est pas le cas chez vous, si. Si, c'est le cas.
Et là, tu peux commencer à accrocher. Et après, tu reprends un autre rendez-vous. En tout cas, c'était juste un call comme ça. Tu fais rendez-vous par un vrai closer. Mais ouais, ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche. Quand c'est mal fait, Merci. J'en ai pas parlé, c'est vrai, t'as raison. Tout marche quand c'est bien fait, en fait. Personne ne détient la vérité. La vérité, c'est test and learn. C'est aussi con que ça. On ne sait pas à l'avance si ça va marcher, personne. Et heureusement. Sinon, on serait tous milliardaires. Voilà, et c'est pas le cas, donc test and learn. Une autre question ? Est-ce que la stratégie des compléments alimentaires n'est pas de faire de la marque blanche ? Non, j'ai une réponse bateau à donner. Moi, je le ferais que si j'avais un produit bateau, quoi. Enfin, je veux dire basique. Mais si tu as un produit différenciant, pourquoi faire de la marque blanche ? Un exemple, là, là, je suis tombé sur un créateur de compléments alimentaires fantastique sur Bordeaux qui s'appelle The Main Ingredient Company. Et il a la plus grosse concentration mondiale et de loin de phycocyanine dans ses produits. La phycocyanine, c'est un extrait de la spiruline. Donc tous les grands sportifs savent que la spiruline, c'est bon pour leur corps. La phycocyanine, c'est encore plus puissant. C'est un extrait qui va agir directement, qui dit aux cellules « répare-toi, attaque ce qui vient ». Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un complément en tant que tel. Tu ne mets pas 100 grammes et t'en manque, non. C'est le corps qui réagit par lui-même parce que tu vas l'activer. Et la plupart des vendeurs de phycocyanine mettent, je sais pas, tu peux le voir dans les concentrations, ils mettent, mettons 1, lui il met 4. C'est le seul au monde à mettre 4. Parce qu'il vient de l'industrie de l'argan, et l'argan c'était le meilleur, c'était l'un des meilleurs au monde, c'était son père. Et donc il a lancé un labo sur ça. Donc lui, il ne veut pas faire de la marque blanche. Et le pire de tout, c'est qu'il est moins cher que les autres. Parce qu'il veut donner ça aux gens et pas faire du fric. Il en a déjà.